France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Ce soir, je reçois Pauline Perrade. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Como nous parlera de la bande dessinée de Roman Moradov, Tous les vivants. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. La Cité de la langue française va ouvrir ses portes au printemps prochain. Son directeur Paul Rondin nous expliquera l'histoire et les enjeux de ce nouveau lieu culturel. 19h50, Affaires à suivre en compagnie du danseur et chorégraphe François Benahim. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron, avec Grégory Wallon et Jean-Guilain Meige à la prise de son. Bonsoir Pauline Perrade. Bonsoir. Vous venez de publier votre premier roman, L'âge de détruire, aux éditions de Minuit. Côté théâtre, votre pièce Des femmes qui nagent se jouera et sera créée à la Comédie de Colmar le 31 janvier. Elle s'y jouera jusqu'au 7 février dans une mise en scène d'Émilie Caplier. Une tournée ensuite amènera ce spectacle à Limoges, à Saint-Denis, à Reims, avant d'autres dates, on l'espère bien. Et puis, si vous nous écoutez, que vous habitez tout près du théâtre Jean Villard à Vitry, le collectif Das Plateau propose ce soir, à 20h, sa mise en scène de Point, une autre de vos pièces, Pauline Perrade. Alors, cette belle actualité me donne en tout cas l'occasion de vous accueillir pour évoquer avec vous quelques moments importants de votre parcours, de votre formation sensible, pour essayer de savoir ce pourquoi vous écrivez et comment vous le faites. Quelle place avaient les livres dans votre maison d'enfance ? Je m'en souviens pas très bien, à vrai dire. Ils étaient très importants pour mon grand-père maternel. Il en avait beaucoup. Il en parlait pas. Il était très taiseux, secret, mais on savait qu'il les aimait et qu'il les estimait beaucoup. Après, des livres, oui, il y en avait à la maison. Ils n'étaient pas au centre de la vie de famille. On peut pas dire ça, mais il y en avait. Il y a évidemment beaucoup de lectures qui parsèment votre adolescence, vos années de jeune femme. Il y a une première lecture majeure, je crois, celle de Jean Genet. Avant d'en parler, on va l'écouter. Écrire, c'est le dernier recours qu'on a quand on a trahi. Je suis très vite si écrire veut dire éprouver des émotions ou des sentiments si forts que toute votre vie sera décidée par eux. S'ils sont si forts que seule leur description, leur évocation ou leur analyse pourra réellement vous en rendre compte, alors oui, c'est à mes traits que j'ai commencé, et à 15 ans que j'ai commencé à écrire. Écrire, c'est peut-être ce qui vous reste quand on est chassé du domaine de la parole donnée. Chaque mot compte, hein. Chez Jean Genet, on va en reparler, mais en quoi la lecture de ces textes a-t-elle été importante pour vous, Pauline Perrade ? Je crois que j'y ai trouvé beaucoup de choses. Enfin, pour resituer un petit peu, j'ai découvert ces livres, par deux pièces, Les Bonnes et Le Balcon, qu'on étudiait en Cagne pour le concours de Normal Sup Lettres Modernes, voilà. Et c'est deux pièces très impressionnantes, et mises ensemble d'autant plus, l'une très baroque, l'autre au contraire beaucoup plus épurée. Et puis, mais je crois que ce qui m'a assez immédiatement passionnée, c'est la réflexion sur la forme portée à l'intérieur même de la pièce, quoi. Enfin, ce qu'on appelle le métathéâtre, quoi. Le théâtre qui se pense ou se questionne lui-même tout en ayant lieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand on travaillait ces pièces-là. Et
que j'ai retrouvé ensuite par la suite un peu comme une heureuse surprise, quoi. Je me suis dit, ah tiens, ce souci de la forme, le fait de penser un dispositif ou un parti pris formel déjà comme une forme de regard, de discours quelque part, de sens donné sur une situation, sur une émotion, sur une réalité, ça venait déjà de là, en fait. Alors, je l'ai dit que l'écriture, c'est un besoin de trahison. Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Qu'est-ce qui vous a fait passer à l'acte? C'est venu très tôt, en fait. Donc c'est difficile à... Très tôt, c'est quel âge? Très tôt, c'est 5-6 ans. Enfin, c'était vraiment j'ai voulu apprendre à lire très vite. J'écrivais des petites histoires. Je pliais des feuilles en deux, puis je mettais les unes dans les autres. Et, des livres déjà. Oui, c'est ça, illustrés. Voilà. Enfin, c'était surtout un début et une fin. Il n'y avait pas tellement de milieu, mais j'en ai retrouvé quelques-uns. C'est rigolo. Mais oui, c'est venu très tôt. En fait, c'est venu très tôt. Et puis après, ça n'a pas du tout été une pratique continue, constante à l'adolescence. J'étais beaucoup trop occupée par les bouleversements de l'adolescence pour avoir l'espace d'écrire, mais ça a toujours été là. Et ça a été quelque chose, le moment où il a fallu s'y mettre, en fait. Parce qu'on peut se rêver, se projeter très très longtemps, écrivaine ou écrivain, et c'est une autre affaire quand on s'y essaye, quoi. Alors, vous avez suivi les cours de la Royal Academy of Dramatic Art à Londres, puis ceux de l'ENSAT, l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Vous y êtes aujourd'hui à l'ENSAT co-responsable du département écrivaine, dramaturge. Vous pensez qu'on peut apprendre quoi dans une école, Pauline Bérard, à la fois de votre propre expérience et puis maintenant en tant que pédagogue? Je crois qu'en tout cas dans la formation... on a du mal à dire formation, oui. C'est pas vraiment une formation, c'est plus un accompagnement en fait. Sur 3 ans, on rencontre des écrivains, écrivaines au début de leur parcours et on les accompagne, voilà, dans leurs travaux pendant 3 ans, en provoquant aussi des rencontres avec d'autres manières de travailler, d'autres écritures, tout ça, mais ce qu'on apprend surtout, je crois, c'est à lire et à se lire, parce que finalement, quand on écrit un texte, on passe peut-être plus de temps à le lire qu'à l'écrire, enfin à le relire encore et encore. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation d'avoir appris ça à l'école, et donc c'est ce que j'essaie de continuer à travailler avec les étudiantes et les étudiants qui sont là. Et ça passe par un accompagnement aussi des étudiants des autres, en fait. Il y a 6 étudiants étudiantes par promotion et ils s'accompagnent aussi les unes les uns les autres. Et finalement, on essaye de devenir la meilleure lectrice, le meilleur lecteur pour 5 autres écritures en cours et en même temps, on est chahuté par une dizaine de lecteurs, lectrices qui viennent poser des questions, réfléchir, tout ça, et ça permet de faire des choix et ça aiguise la lecture. Et je pense que c'est ça le plus important, d'avoir conscience de ce qu'on est en train d'écrire, parce qu'il y a souvent un gouffre entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, et d'être capable de mettre de côté ce qu'on veut faire pour être vraiment une lectrice naïve, quoi, face au texte qui arrive, pouvoir le travailler le mieux possible, quoi. Vous avez été diplômé en 2015 de l'ENSAT, et cette même année, au Festival d'Avignon, vous présentez un sujet à vif avec l'artiste circassienne Justine Bertillot, avec qui vous allez fonder votre compagnie, Morgane. Quel désir commun est-ce que vous portez ensemble? C'est avant tout une rencontre très forte avec Justine. Justine, c'est une artiste de cirque pour qui les textes, la littérature, la philosophie a une très très grande place. Donc elle a un appétit de ça. Et moi, en découvrant, pour le coup, je connaissais beaucoup moins le cirque qu'elle, la littérature, quand on s'est rencontrés, mais en la rencontrant et en faisant aussi l'épreuve de sa lecture à elle, un exemple très très concret. Quand on a commencé le sujet à vif,
j'écrivais le texte, je lui ai fait lire un peu en cours et ça, son retour à elle, ça a été de me présenter une planche de fakir. C'est très impressionnant comme retour, quoi. C'est très percutant. Et puis on se dit, là, va falloir être un peu à la hauteur de cette proposition, quoi. Et depuis, ensemble, on creuse à la fois cet espace, enfin ces espaces de rencontre entre le texte, la littérature et le mouvement, et des parcours de femmes beaucoup, parce qu'elle a ses autres créations, elle développe encore d'autres motifs, mais et c'est pas forcément, d'ailleurs c'est pas du tout un choix, on vérifie que quand on se retrouve, c'est pour venir explorer des parcours de femmes en lutte, en oppression. Alors un autre duo, avant de poursuivre, The Kills, pour votre choix musical, avec la chanson Doing It to Death, et on va comprendre ensuite pourquoi. Cette chanson de The Kills, Pauline Perrane, est en lien avec le nouveau spectacle que j'évoquais tout à l'heure, des femmes qui nagent, qui va être créé la semaine prochaine à Colmar. Alors, quel est ce lien ?
Des femmes qui nagent, c'est un texte, enfin, ça sera un spectacle du coup de fait, qui est une somme en fait de fragments, qui a une fresque comme ça qui explore une plongée dans le cinéma et plus précisément auprès des actrices et des réalisatrices de cinéma. Enfin, c'est à travers des images de films, des séances photos ou d'interviews d'actrices et de réalisatrices. C'est un travail qui questionne, interroge, explore les représentations des femmes au cinéma et donc cette chanson qui est dans le film Titane. Voilà, Titane a évidemment une place dans le texte et c'est un petit clin d'œil aux copines qui sont en fin de répétition là dans les derniers jours, c'est pour leur dire que je pense à elles. Et puis pour l'écriture de cette pièce, Des femmes qui nagent, il a fallu choisir. Alors j'ai cru comprendre qu'il y aurait beaucoup de figures féminines à découvrir sur scène, portées par 4 interprètes. Mais dans quel rapport aux archives est-ce que vous avez travaillé, écrit ? De manière complètement subjective et intuitive. Non, ça m'a aussi fait découvrir beaucoup de filmographies que je connaissais pas. Je suis aussi un petit peu partie de ça, d'un petit complexe de spectatrice en fait, et je me suis un peu laissée guider par ce qu'il y avait à la fois une tentation d'embrasser le plus possible et de faire nombre en fait de toutes ces femmes, qu'elles soient nombreuses quoi. Et puis à un moment, ce qui a fait le tri dans tout ça, c'est l'écriture en fait. Enfin, c'est vraiment les fragments qui sont restés, c'est ceux-là où la langue avait été traversée par l'image ou l'image par la langue, où vraiment quelque chose littérairement se passait. Mais sinon, ça a été. Il y a eu un moment un peu plus organisé où j'ai regardé un peu l'histoire de tout ça, des essais plus théoriques sur l'image, tout ça. Mais l'exploration elle-même des films et des archives, ça a été assez chaotique. Après. Alors, une archive à vous proposer avec 2 immenses figures. C'est Delphine Seyrig qui parle de Chantal Akerman. J'avais vu un film sur un hôtel à New York qui s'appelle Hôtel Monterey et qui est un superbe film. Et tout de suite, j'ai eu envie de tourner avec cette personne. C'est ce qu'elle dit, c'est une question de goût. On aime une image et on a envie d'entrer dans ce monde, de pénétrer dans cet univers. Et moi, je suis très attirée par certaines images et pas par d'autres. Et les images de Chantal me plaisent. Et elles m'ont plu dès que j'ai vu, tout à fait par hasard, on était dans un même festival, je ne sais plus ce que c'était. En tout cas, j'ai vu par hasard son film et je me suis dit tout à coup, voilà, ça c'est quelqu'un qui fait du vrai cinéma, qui fait des images, qui a une narration visuelle. J'aime les gens qui racontent des histoires par l'image et qui font pas, au lieu d'écrire un roman comme Dostoïevski, en ajoutant des images, mais qui racontent d'une façon visuelle. Chantal, c'est le cas. Qu'est-ce que vous entendez, Pauline Perrade, quand vous entendez Delphine Seyrig parler de Chantal Akerman ? Beaucoup de choses. Non, je sais pas ce que j'entends, mais en tout cas, je revois des images de films qui m'ont beaucoup marqué de Chantal Akerman, avec ou sans Delphine Seyrig d'ailleurs. Pour Des femmes qui nagent, ça a été évidemment une filmographie très importante aussi parce que c'est très littéraire quelque part. Pour écrire, c'est vraiment une œuvre avec laquelle dialoguer très 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 riche quoi. Et c'est pas, mais c'est marrant parce que l'âge de détruire Des femmes qui nagent sont un peu côtoyés dans le temps de travail et Jeanne Dielman a aussi compté, enfin a aussi été une œuvre un peu référence pour construire le récit aussi. Alors un film, Jeanne Dielman, dans lequel la violence a son mot à dire. Vous voyez ma transition arriver, Pauline Perrade, parce que pour avoir lu ou vu un certain nombre de vos pièces, il y a toujours une forme de violence, un rapport à la violence physique et symbolique dans les rapports humains qu'on va retrouver en parlant de votre roman L'âge de détruire. C'était le cas dans les contes qui sont réunis en un volume au solitaire intempestif sous le titre Portrait d'une sirène. C'était le cas de À la carabine, Cheveux d'été, également réunis dans un même volume. Je me demandais tout à l'heure comment commence l'écriture, ce qui commence
qui commence un texte? Est-ce qu'écrire, c'est aussi une façon de, alors je sais pas si c'est de répondre à la violence, de questionner en tout cas la violence? C'est quoi le point de départ pour vous? La violence n'est pas forcément là dès le départ. Enfin, le point de départ, ça peut être une situation, une solitude souvent. C'est quand même souvent des femmes seules. Enfin, voilà, c'est un peu une obsession et en général, je laisse mûrir un petit peu ça et me dis tiens, où est-ce que ça m'emmène, quel livre ça me fait lire, quelle œuvre ça me fait traverser. J'enquête un petit peu sur ce territoire, sur cette sensibilité qui affleure comme ça. Mais encore une fois, c'est vraiment pas des choix faits au départ, mais plus le personnage prend forme, plus ça vient rejoindre après chez moi peut-être des endroits de colère et d'indignation. Je crois que c'est à un moment, parce qu'il s'agit de pas, c'est un peu peut-être un peu bête de le dire comme ça, de pas écrire pour rien, mais ça vient rencontrer une forme d'indignation ou de colère chez moi. Et du coup, la question que j'essaie de creuser, c'est contre quoi lutte ce personnage et quelles sont ses armes pour y arriver. Et c'est souvent les textes racontent souvent la prise d'armes en fait. Enfin, le moment où on comprend qu'il faut s'armer, au moment où on comprend qu'il y a une oppression à l'œuvre. À la carabine, c'est peut-être celui où le combat est le plus visible en fait. Les autres, c'est plus ténu. Après, c'est différent pour chaque texte aussi, hein. Mais ça prend du temps en fait, surtout. Ça prend vraiment du temps. Peut-être parmi les sources, vous disiez à l'instant, Pauline Bérane, vous lisez des textes. Je voulais vous faire encore écouter une voix, encore une dernière. C'est celle du philosophe et psychanalyste Bernard Lampert qui répondait aux questions d'Alain Weinstein. Il était invité pour la publication de son livre Le tueur du canapé jaune. C'était sur France Culture en 2008. Les rêves traumatiques suggèrent quelque chose de bien particulier. Oui, qu'il y a eu un moment dans la vie de quelqu'un, une violence objective, j'insiste beaucoup là-dessus, une violence au sens réel, presque banal du terme, banal au sens extérieur, voilà, et que la conception un peu simple que j'essaie de développer dans le livre, c'est que le traumatisme ne commence pas dans l'après-coup. Le traumatisme commence dans l'événement violent lui-même, voilà, et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose presque de basique sur lequel il faut sans arrêt revenir. C'est quel est cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment la violence s'est déployée? Et comment la violence a déployé son propre discours. Avant de réfléchir sur l'impact d'après, il faut comprendre, il faut surtout mesurer la réalité de la violence objective. Alors pour qui a déjà lu L'âge de détruire, Pauline Bérane, on a l'impression que Bernard Lampert parle de ce livre. On pourrait parler d'autres de vos textes. Alors L'âge de détruire, publié chez Minuit, c'est l'histoire d'un duo, ou d'un duel aussi entre Elsa et sa mère, dans deux moments, deux sections du livre. Dans le premier, Elsa a 7 ans au début, le second, il se situe 20 ans plus tard. Et vous avez cité une phrase de Bernard Lampert en lien avec L'âge de détruire. J'ouvre les guillemets, c'est une autre manière de dévorer ses enfants que de les engloutir dans la béance de sa blessure. Ça, c'était une phrase du livre qui suivait justement Le tueur du canapé jaune dans la maison de l'ogre. De quelle manière cette phrase et puis les livres de Bernard Lampert, vous voyez opiner en mesure que nous écoutions cette archive, en quoi ça agit sur votre écriture? Ça c'est mystérieux en tout cas. Cette phrase-là, donc que vous avez citée là dans la maison de l'ogre, c'est ce qui m'est resté de ce livre. Enfin, il y a vraiment il y en a d'autres comme ça. Mais c'est vrai que quand je lis des essais en écrivant, je cherche plus les détails que les grandes lois ou les grandes théories. C'est plus d'un seul coup la description d'un comportement chez un enfant ou des choses comme ça. Mais la dévoration dans la béance de la blessure, effectivement, ça, c'est un peu ce que raconte le récit, quoi. Enfin, j'avais l'intuition qu'il s'agissait de ça, donc d'un seul coup, c'est mis en mots de manière si claire qu'on le note et voilà, on le garde un peu comme cap, quoi.
Et Parce que vous parlez d'un personnage tout à Ouais. l'heure qui peut arriver. Ouais. Dans le cas de l'âge de détruire, c'est qui le personnage premier? C'est Elsa ou c'est sa mère? elles sont arrivées ensemble. Alors ce qui est, enfin c'est plus Elsa que sa mère, à vrai dire sans doute. Mais non, ce qui est étonnant, c'est que pendant toute une partie du travail sur le texte, enfin dans des anciennes versions, elles étaient séparées. Enfin on vivait, le texte racontait la même journée vécue par l'une et par l'autre, donc une journée d'école. Elles n'étaient pas ensemble et le texte ne se trouvait pas. Et j'ai mis vraiment longtemps à un moment, une scène un peu surgie comme ça qui concernait Issa, la copine d'école en plus. Donc c'était même pas directement lié à Elsa et sa mère, mais ça se passait dans l'appartement. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à chercher en écrivant ce qui se passerait, enfin ce qui se passe quand elles sont ensemble. Et là, le livre est apparu en fait. En même temps, en voyant ce qui apparaissait, je me dis, je comprends pourquoi j'ai peut-être un peu rechigné à y aller, mais il naît du lieu aussi, cet appartement. Du lieu, ouais. Pour C'est moi, l'emménagement au départ de l'âge 1 et c'est le départ pendant l'âge 2. Ouais. Il fait vraiment office de révélateur de ce que la mère porte en elle, l'appartement, puisque c'est le fait de devenir propriétaire, de quitter un autre lieu, c'est surtout le fait de devenir propriétaire, d'un seul coup, de poser un sol ou de poser des murs autour, de s'ancrer quelque part aussi. Je pense que c'est dans cette lignée de femmes, puisqu'il y a la grand-mère aussi dans le texte, c'est quelque chose qu'elles savent pas faire. Oui, l'ascension sociale, Ouais. qui est complètement... qui bloque complètement, qui fige complètement cette mère, qui sait pas quoi faire de ce nouveau statut, en fait. Ouais. Et qui du coup se dérègle en fait, enfin, et ne dort plus, fume trop et ça altère en fait son rapport un peu rationnel au monde et ça vient faire surgir dans le livre Elsa l'appelle ce mal, elle ne saura pas le nommer plus précisément que ça, qui érode, qui les traverse et qui vient sans doute de bien plus loin. Enfin, en écoutant l'archive, en l'entendant dire en même temps, voilà, il faut situer le moment du... Moi, je crois qu'il est insituable, en fait, parce que quand bien même on peut isoler un geste ou un jour ou un événement, tout de suite on se rend compte que ça déborde, quoi. Ça en sort, ça va ailleurs. Et dans le roman, j'ai essayé de rendre sensible ça, enfin ce côté sans contour, quoi, complètement dilué de cette violence intrafamiliale, en fait, aussi, qui se passe dans le huis clos de cet appartement, sans en rendre un personnage responsable, mais finalement comme quelque chose qui se passe, et qui rôde autour d'elle aussi. Mais c'est comme ça qu'on le perçoit, nos lecteurs, parce que vous donnez ça vraiment par toutes petites touches, de plus en plus loin vers... quelque chose d'assez horrible et très violent et très traumatisant, mais il n'y a pas une scène comme ça qui donne tout d'un coup une scène choc. Enfin, c'est pas du tout votre façon de faire, c'est quelque chose qui est instillé et ce qui donne aussi une très très grande force à ce texte qui est quand même c'est éprouvant à lire, mais très fort surtout. Mais autre question évidemment qu'on a dû déjà vous poser un certain nombre de fois, mais au départ, quand ces personnages surgissent, vous savez que c'est pour un roman ou ça aurait pu être du théâtre? Alors au départ, je voulais que ça soit un roman. Après, ça c'était un désir. Vous avez dit, je veux maintenant écrire un roman. Oui, parce que c'était en commençant par le théâtre, j'avais toujours, et d'une certaine manière, parce que le roman, ça me paraissait écrasant, très impressionnant. Enfin, je savais pas tout par quel bout le prendre. Et puis le théâtre pose un cadre aussi. C'est très contraignant en fait. Et les contraintes, ça aide en réalité. Et c'est aussi que d'un seul coup, ça permettait un déplacement de sensibilité radical, puisqu'il faut écrire à travers le corps d'un autre, qui est le corps du personnage, le souffle du personnage, et enquêter sur ce personnage à travers ce qu'il dit. Donc c'est aussi le rapport à l'enquête, moi, dans l'écriture est très 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 important. Donc mais du coup le roman rôdait aussi et je me suis dit tiens mais pour le coup je suis partie un peu à l'aveuglette en me disant, ne sachant pas trop quel roman en fait j'écrirais, quoi. Et il y a eu beaucoup de péripéties dans ce travail. Oui, voilà. Mais par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que
c'est aussi parce que quand je parlais d'indignation tout à l'heure, et ça c'est quelque chose qui fait un petit peu aussi, enfin qui revient quand même souvent, c'est l'enjeu de se mettre à la place de la personne qui subit ça, et pour partager mon indignation que des choses là, voilà, existent quoi, tout simplement. Et du coup, la violence, elle est traitée à travers ce que ressent le corps et par les objets qui l'entourent. On n'est pas du tout à un stade où le personnage comprend ce qui se passe. Elle absorbe ce qui se passe. C'est la lecture qui permet de le comprendre. Alors, une dernière voix à vous faire écouter, celle de Virginia Woolf. Words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word Les mots s'appartiennent. Bien qu'évidemment, seul un grand poète sait que le mot incarnadine appartient à des mers innombrables. Combiner des mots nouveaux avec des mots anciens est nécessaire à l'élaboration de la phrase. Pour utiliser de nouveaux mots correctement, il faudrait inventer une toute nouvelle langue. Notre affaire est de voir ce que nous pouvons faire avec l'ancienne langue anglaise telle qu'elle est. Comment pouvons-nous combiner les mots anciens dans un ordre nouveau pour qu'ils survivent, pour qu'ils créent de la beauté, pour qu'ils disent la vérité? Telle est la question. Et la personne qui pourrait répondre à cette question mériterait n'importe quelle couronne de gloire que le monde a à offrir. Pensez à ce que cela signifierait si vous pouviez enseigner ou si vous pouviez apprendre l'art d'écrire. Pourquoi chaque livre, chaque journal que vous prendriez dirait la vérité ou créerait de la beauté? Mais il y a un obstacle sur le chemin, un obstacle à l'enseignement des mots. Virginia Woolf est la voix française d'Apolline Limosino, mais Virginia Woolf, qui vous a donné, Pauline Perrade, le titre de votre roman, elle qui écrit dans son journal « L'âge de comprendre, l'âge de détruire », et ainsi de suite. Ça a été un guide aussi dans cette écriture? Oh oui, très important, oui. Déjà, lire son journal quand on écrit, c'est assez extraordinaire, hein, parce qu'elle est très au travail, quoi, donc c'est une très bonne compagne d'écriture. Et puis en plus, ses romans sont très importants aussi pour moi, tout simplement aussi notamment dans tout son travail de la plasticité du temps, de la subjectivité. Enfin, c'est vraiment des choses, voilà, c'est des questions que moi je me pose aussi. Donc elle est un peu maîtresse, quoi, un peu modèle, un peu tutélaire, quoi. Virginia Woolf. Mais non, c'est très beau, hein, cette question de la langue, de reprendre des mots anciens et de la rendre vivante. Je crois qu'on se met à écrire aussi pour ça, parce qu'il y a une mise en échec de la langue, où il y a dans la vie, je veux dire, soit qu'on est mis en échec par elle, ou que on n'arrive pas à s'en emparer. Donc il faut passer par un autre, il faut la réinventer, quoi. Il faut la prendre à bras le corps, parce qu'elle ne suffit pas dans l'oralité seule de la vie de tous les jours, quoi. Donc ça m'a évoqué ça. Ah oui, comme je vous comprends. Surtout vous ayant lu pas seulement ce roman, mais depuis de longues années en tant que dramaturge. Justement, j'ai lu quand même que ce roman avait peut-être vocation à devenir spectacle. Pauline Perrade, vous pouvez pas y échapper tout à fait, c'est cela? Oui, c'est du masochisme, je pense. Oui, c'est une... Je sais pas si on peut vraiment parler d'adaptation, parce que, en tout cas, c'est un matériau de travail qu'on a choisi avec Justine Bertillot, justement, et qui, avec notre point de départ, c'est l'appartement, justement, puisque voilà, c'est vraiment lui qui structure le récit, et c'est de réinvestir cet espace, donc par les objets, par le mouvement, puisque c'est son écriture à elle, et puis faire entendre. Parce que pour moi c'est là où ça fait sens aussi de la question du roman au théâtre. Si on réadapte, qu'on réécrit, c'est plus le roman, c'est autre chose, quoi. Mais du coup de faire entendre cette langue là, et de tenter la place aux descriptions, à une forme de non-efficacité aussi. C'est en travail, c'est en cours, mais c'est l'enjeu en tout cas, donc d'une forme
objet, mouvement et lecture pour le coup, parce que on n'est pas comédienne vraiment ni l'une ni l'autre, et on assume aussi la présence de l'autrice au plateau qui lit, quoi. Et vous pensez, vous savez peut-être déjà si ce texte a un effet sur votre écriture, qu'elle soit théâtrale, parce que j'espère que ça va continuer. Vous sentez ça déjà, les effets du roman sur l'écriture théâtrale ? Oui, ça me rassure pas et en même temps ça me réjouit. Mais oui, je pense que ça m'a déplacé. Soit ça m'a déplacé moi, soit ça a déplacé l'écriture. Je sais pas, mais oui, c'est quelque chose s'est profondément déplacé. Enfin, j'avais de toute façon la sensation à chaque texte de recommencer un peu à zéro en me disant je sais pas si je vais y arriver ce coup-ci, je sais pas trop comment j'ai fait pour y arriver la fois d'avant, mais là j'ai la sensation de plus avoir les repères que j'avais avant. C'est une bonne chose ? Ouais, je crois que c'est une bonne chose. Ouais. c'est à la fois un peu fragilisant, mais en même temps c'est rassurant. En vrai, c'est rassurant. Il me reste à rappeler que vous venez de publier votre premier roman, L'âge de détruire, aux éditions de Minuit, dont je ne peux que conseiller très chaleureusement la lecture. Lire aussi vos pièces, toutes publiées aux Solitaires Intempestifs, et puis dire que côté théâtre, donc, cette nouvelle pièce, Des femmes qui nagent, sera créée à la Comédie de Colmar mardi prochain, et qu'elle va donc s'y jouer du 31 janvier au 7 février, dans une mise en scène d'Émilie Caplier. Puis la tournée emmènera ce spectacle à Limoges, à Saint-Denis, au théâtre Gérard Philippe, et puis à Reims, à la belle Comédie de Reims. Et puis, alors il vous reste 20 minutes pour aller au théâtre Jean Villard à Vitry, si vous n'êtes pas loin, pour découvrir la mise en scène que le collectif Das Plateau propose ce soir de votre texte. Point. Merci infiniment, Pauline Perrat, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Et c'est à présent l'heure d'Affaires critiques. Bonsoir Lucille Como. Bonsoir Arnaud. Ce soir, vous allez nous parler d'une bande dessinée qui vient de paraître chez Dargaud. Elle s'appelle Tous les vivants. Elle est signée Roman Muradov. Oui, tous les vivants, je crois. Hein. Il me semble. Oui, tous les vivants. Vous le savez mieux que moi en même temps. Moi, je l'ai pas lu. Hein. C'est bien aussi. D'accord, ok. Tous les vivants. Oui. Alors, je ne savais pas comment prononcer le titre, mais vous me l'appreniez. Je ne savais pas non plus qui était Roman Muradov. J'ai appris donc qu'il est russe, qu'il travaille à San Francisco et qu'il se définit lui-même, dans la courte biographie qui figure sur son site internet, comme artiste et auteur de modeste renom. Un site sur lequel il attribue lui-même des notes assez modestes, d'ailleurs, à ses propres albums, dans une espèce de jeu qu'on devine teinté de mélancolie. C'est peut-être surtout l'album en question qui teinte de mélancolie l'opinion que je me fais de lui. Un très bel album dessiné dans une dominante de noir, blanc et gris, avec quelques couleurs par-ci par-là, du vert, du rouge, des ocres. Ça commence avec une chute dans une case noire, celle d'une jeune femme qui, allongée, paraît endormie, et qui, quand elle se réveille, apprend de la bouche d'une étrange créature en forme de grand hibou à coiffe de plumes qu'elle est en enfer. C'est une genèse à l'envers à laquelle on assiste. Le monde qui naît sur la page noire est celui d'un purgatoire singulier dans lequel chaque nouvel arrivant se voit contraint de jouer à une étrange loterie. Notre jeune fille s'y colle aussi, elle pioche le numéro 85 23 10-37, etc., etc. La machine se met en branle, une petite boule tombe dans le réceptacle et là, eh bien, c'est le numéro 85 23 10-37, etc., etc., qui est inscrit. Elle a gagné, elle échappe à sa mort et on se retrouve chez elle dans la baignoire. Seulement, on se rend vite compte que dans cette baignoire, au-dessus d'elle, pend un nœud coulant. Sa mort, elle l'a donc voulu. Les premières pages donnent le ton, un ton très particulier, mélange de grande tristesse et de cruauté, toujours adouci par un humour inattendu. Cet humour tient d'abord aux dialogues qui sont d'une très grande qualité et grande finesse, par exemple entre la jeune fille et ce fameux hibou des enfers qui mime les présentateurs des tirages télévisés de l'auto, ou encore entre ces deux créatures des enfers qui projettent de faire de la céramique le jour où les humains seront rendus maîtres de la mort. Même complexité au dessin, qui campe des décors d'une froideur infinie, un petit appartement dans une grande tour isolée, des rails de train, la grande ville morne, et en même temps qui dépose son personnage avec une grande douceur, la douceur d'une ligne très fine.
Tout ça a l'air d'une franche gaieté, Lucille, mais c'est pourtant bien un récit sur le retour à la vie. Oui, et c'est assez drôle, en vrai. C'est un récit délicat, dont le cadre est simple et connu apparemment, celui du retour à la vie d'une jeune femme solitaire, mais qui prend des allures singulières, d'abord parce que le décor dans lequel elle déambule est étrange. C'est comme une ville de science-fiction un peu à l'ancienne, très verticale, où elle se rend tous les jours pour travailler dans un bureau, où elle s'acquitte d'une tâche répétitive et très mystérieuse, qui ressemble d'ailleurs au système de loterie du purgatoire par lequel elle est passée. Une tâche où elle appuie régulièrement sur un bouton rond, rond comme les petites boules du loto, rond comme l'horloge qui sonne le début et la fin de la journée. Et puis surtout, maintenant que le personnage est revenu d'entre les enfers, elle peut voir des fantômes autour d'elle, ceux des morts qui ne sont pas revenus, mais aussi le sien propre. Elle est désormais double. Et chez elle, son fantôme lui prépare des soupes et s'endort avec elle. C'est assez poignant de tendresse et de saillie humoristique totalement inattendue, notamment cette scène où un jeune homme qu'elle se met à fréquenter meurt soudainement, elle a vraiment pas de chance. Et il meurt, je cite, d'une éjaculation dans les 3 heures après avoir lu 27 pages consécutives d'Henry Green le soir de Noël. C'est une première, dit le hibou, quand il arrive au purgatoire. Et que son fantôme est dessiné avec sans cesse un petit sexe en érection et comme au bout un petit nuage blanc. Toujours à table, quand il dort, quand il marche, quoi qu'il fasse, il y a ça. Le dessin est très singulier, les personnages ont parfois des allures de petits personnages de manga qui seraient encore au stade du brouillon. Elle, par exemple, avec sa frange carrée, ses habits qui ressemblent souvent à des kimonos. Parfois, il y a des bonhommes un peu grossiers. Son petit ami, par exemple, il a une grosse tête toute ronde et complètement disproportionnée. Parfois, il y a des objets ou des éléments de décor avec une ligne très très précise. Parfois, la case est pleine de petits gribouillis. Et puis, ça et là, ces fameuses taches de couleurs qui jouent comme des marqueurs d'intensification, l'inquiétude, l'amour, la beauté, tout ça est très maîtrisé, très intelligent, très sensible et s'achève dans un noir profond, le même qui donne envie de tout recommencer depuis le début et de rester dans la boucle. Bon, vous allez me montrer ça demain au bureau parce que je suis très curieux de découvrir Tous les vivants de Roman Muradov chez Dargaud, traduction Charles Recoursé. Merci Lucille Como. Allez, on change d'univers, affaire en cours. Marie Sorbier, bonsoir. Bonsoir Arnaud. Parce que ce soir, vous allez nous parler d'une nouvelle cité de la langue française qui va ouvrir ses portes prochainement. Oui, lors de ses vœux aux acteurs culturels, la ministre de la Culture a annoncé officiellement l'ouverture au printemps prochain du grand projet présidentiel, la Cité de la langue française, qui s'installera dans le château entièrement rénové de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Son objectif est, je cite, de relier le passé, le présent et le futur de la langue française et de la francophonie autour de 3 piliers, culture et création, éducation et formation, recherche et innovation. Je suis allée demander à Paul Rondin de nous raconter l'histoire et les enjeux de ce nouveau lieu culturel. Paul Rondin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur fraîchement nommé de cette Cité de la langue française. En énonçant les ambitions de ce lieu, on a la sensation d'une énorme machine qui va bientôt se mettre en branle. Alors peut-être pour qu'on comprenne bien, quel est le but de ce nouveau lieu et par quel biais concret la langue française va être mise à l'honneur ? Alors le projet en tant que tel, c'est la restauration, le sauvetage d'un patrimoine. Mais c'est surtout de faire en sorte que ce patrimoine, et j'ajouterais d'ailleurs aux 3 grands thèmes de la ministre, celui de la nature, puisque c'est un patrimoine qui est au milieu d'une forêt d'exception, c'est d'en faire un lieu de vie, un lieu permanent, un lieu d'hospitalité, de la même manière que la langue doit être hospitalière. Donc c'est un château, celui de François Ier, où il a signé l'ordonnance qui a fait de la langue française la langue nationale, après le latin. Mais c'est aussi un château qui a servi de garnison, qui a servi de maison de retraite, de semi-prison pour les indigents de Paris, bizarrement, puisqu'on n'est qu'à 75 km de Paris, c'est juste à côté. Et l'idée, c'est à partir de ce qui ressemble beaucoup à l'histoire française, à l'histoire de son patrimoine, des transformations, des appropriations, des désappropriations, d'y installer une cité internationale de la langue française et de la francophonie et du multilinguisme, puisque c'est bien ça dont il s'agit, et de faire en sorte que la langue soit l'appareil vivant de ce patrimoine, pas seulement à Villers-Cotterêts, mais à partir de Villers-Cotterêts et du monde entier vers Villers-Cotterêts. C'est-à-dire vraiment un outil au service de la langue française, des langues françaises, de la francophonie. Alors dans ce château, on va y retrouver quoi ? Des expositions, du spectacle vivant ? Quels vont être les médias utilisés ? Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que ça en fait un des plus grands projets culturels, à mon avis, de ces prochaines années. On va tout y faire. C'est-à-dire qu'on aura un parcours permanent
qui va raconter l'histoire de la langue française, un parcours aussi ludique, qui n'est pas seulement sérieux, qui est sérieux aussi, mais pas seulement. Et puis, au-delà de ça, comme je le disais, ça sera un lieu de vie, c'est-à-dire que oui, il y aura des spectacles partout, à la fois dans une cour ou une autre cour. Il y a 2 immenses cours superbes, dont une couverte, dans un auditorium, l'ancien jeu de paume, où on pourra expérimenter, où on pourra voir la langue se faire, se défaire, être malmenée, mais malmenée positivement, réapproprier la langue française ou les langues françaises. Et puis surtout, on va faire la fête. On va faire la fête à partir de la langue, on va danser sur la langue, on va chanter la langue, on va rapper la langue. En tout cas, ce prétexte qui fait qu'à un moment donné, on s'écoute parler, on s'entend dire les choses, ce qui fait lien, ce qui doit refaire dignité, fierté à tout le monde, puisque c'est un projet vraiment de politique publique de la culture, c'est la langue. Alors justement, cette Cité de la langue française est un des projets phares du quinquennat concernant la culture. Est-ce à dire que pour l'État, la culture passe avant tout par une défense de notre langue, selon vous ? Alors, non, je ne crois pas, ça serait pas tellement à moi de répondre, mais d'abord je pense que c'est un projet phare de la République. Ça oui. Je pense que la langue, c'est quand même ce qui nous fait redresser la tête quand on s'adresse aux autres. C'est ce qui nous permet d'avoir une attention aux autres. C'est ce qui fait lien. La langue française, parce que nous sommes en France, mais la langue française dépasse largement la France. Et puis quand on dit langue française, on pense aussi traduction en français. On ne pense pas seulement parler le français ou écrire le français. C'est comment des interprètes, des passeurs de langues, d'autres langues, vont utiliser le français pour nous rendre accessibles des textes, des pensées, des idées. Mais pour répondre tout à fait à votre question, est-ce que la langue française est au cœur du projet culturel ? J'ai envie de dire la langue, l'écoute, le partage d'une émotion, d'une idée, oui, c'est au cœur de la culture, parce que on se parle assez mal. Ces dernières années, on utilise parfois des expressions, des outils qui sont déformants de la pensée, dans la mesure où ils sont très parcellaires. Et l'idée, c'est que la langue nous appartient à toutes et tous, et que on en a besoin, et qu'on peut la revendiquer, et que si elle est drôle, elle est aussi sérieuse, et une fois encore, elle fait société, elle fait république. Oui, car c'est un outil vivant, la langue, on le répétera jamais assez. Il y a un autre mot important dans cette cité, c'est la francophonie. Alors comment la francophonie intervient dans cette Cité de la langue française ? Alors le projet a toujours été pensé francophone. Je veux dire par là que tous les pays où l'on parle, où on a envie de parler le français, sont associés au projet. Ça sera le cas dans le parcours permanent. Déjà, on verra comment les langues ont circulé, comment elles reviennent, et j'aime cette idée qu'elle se transforme. C'est-à-dire la langue, elle est vivante, vous l'avez dit, elle est protéiforme, et c'est ça qui est magnifique. Et vous voyez aujourd'hui dans l'écriture, notamment des chansons et particulièrement du rap, comment la langue se transforme chaque jour un peu plus, et tout en restant la langue française. Et du coup, on sait qu'on n'écrit pas le français de la même manière au Québec ou dans d'autres pays francophones, en Albanie ou que sais-je. On a un appétit de transformation, d'appropriation, de déformation, et c'est ça qui fait la francophonie. C'est-à-dire que ça enrichit sans arrêt cette langue. De la même manière que ce projet de cité internationale de Château de Villers-Cotterêts ne sera jamais terminé, il ne faut pas qu'il finisse. Il est à l'image de la langue, c'est un mouvement permanent, vous voyez, c'est un corps vivant qui doit... alors je fais des gestes là, ça se voit pas évidemment à l'antenne. On l'entend dans votre voix. Mais on l'entend, voilà. Alors comme un nuage peut-être, un nuage qui se défait, qui se refait et qui crée des formes nouvelles à chaque fois. Vous parliez de la nature, ce qui est un des axes que j'avais pas cité en introduction. Vous pouvez juste en conclusion nous dire 2 mots en quoi la nature sera présente ? C'est l'extraordinaire forêt du domaine de Retz, qui est un forêt domanial national, où beaucoup de hêtres centenaires sont là, et c'est l'idée que la culture n'est pas une chose entre des murs, n'est pas une chose où on doit forcément être debout, avoir mal au lombaire et s'impatienter, notamment quand on est un enfant. C'est un lieu où on a plaisir à venir déambuler. C'est pour ça que c'est un lieu absolument de vie, c'est vivant, et on vient y vivre. Bien, on viendra vous voir au printemps, c'est ça, 2023 pour l'ouverture. Merci beaucoup, Paul Rondin. Et merci à vous, Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio pour prendre des nouvelles d'artistes présentant leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec le danseur et chorégraphe François Benahim. Bonsoir.
Bonsoir. Vous présentez la pièce Facéties, signée avec votre frère Christian au festival Suresnes Cité Danse. Ça fait maintenant un quart de siècle que vous créez ensemble, après avoir chacun suivi une formation pluridisciplinaire, danse, théâtre, cirque. Vous avez aussi été chacun interprète. Est-ce que vous avez mis au point une organisation du travail entre vous deux ? Alors, c'est peut-être la particularité d'ailleurs de notre binôme, c'est que nous touchons tous les deux à tout et nous nous mêlons de tout l'un et l'autre. Et donc, c'est un jeu sans cesse d'échanges, de négociations parfois, parfois de compréhension intuitive et souterraine. Mais il y a vraiment pas de prérequis ou en tout cas de domaine établi ou répartis l'un à l'autre. Et puis, alors après, bien sûr, on est assez complémentaires, donc il y a des facilités ou des préférences pour l'un ou pour l'autre, et on s'appuie bien évidemment sur ces préférences-là pour conduire la barque à deux. Alors pour Facéties, Christian est sur le plateau avec d'autres danseurs, mais sans vous, qu'est-ce que ça change de rester hors du plateau ? C'est vrai que c'est toujours à la fois très agréable parce qu'on a le sentiment de pouvoir maîtriser ce que l'on voit et ce que l'on cherche à mettre en œuvre. Et puis bien sûr il y a toujours parfois un petit peu de frustration à ne pas pouvoir convoquer en soi les enjeux et le plaisir tout simplement du moment si spécifique que constitue être en scène. Mais j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à voir la pièce se dérouler devant moi à chaque fois. Donc ça va, la frustration a glissé. Alors Facéties se présente. Mais c'est pas toujours les fois comme ça, et des fois c'est moi qui suis au plateau et Christian qui n'y est pas. Donc voilà, on alterne. Bien sûr. Facéties, vous le présentez comme un travail sur l'humour, sur le comique. Alors moi, j'ai pas encore vu cette pièce, mais je pensais au fait que le cinéma muet a été une sorte d'âge d'or du corps comique. Est-ce que c'est un des points de départ ou est-ce que c'est évoqué dans Facéties ? Alors c'est tout à fait une source d'inspiration, et c'est vrai qu'on a cherché à transférer en quelque sorte certains principes d'écriture qui sont présents dans le cinéma comique muet à la danse, mais peut-être d'une certaine manière en se dégageant au plateau de ce qui est situationnel ou un petit peu narratif au profit d'une exploration qui se fait délestée d'une forme de narration, si on veut. Et on a vraiment cherché comment la dimension comique pouvait apparaître dans le mouvement et dans le geste lui-même, indépendamment de personnages ou alors même bien sûr s'il y a quelques figures qui apparaissent, mais voilà, la recherche initiale se situait vraiment à un endroit de dessaisissement des interprètes, c'est-à-dire à un endroit où le mouvement traverse l'individu, où l'individu est agi par le mouvement puisqu'il plus que lui-même qui agit et qui produit le mouvement. Et en même temps, donc, cette dimension comique fait appel, bien évidemment, à tous les ressorts habituels du comique, le rythme, les accidents, l'imprévu, les effets de réaction en chaîne, du passage de coq à l'âne ou de fil en aiguille. Donc voilà, il y a tout finalement un lexique, si on peut dire, de l'écriture comique qu'on a vraiment essayé qu'on a mis en jeu avec notre équipe de danseurs et danseuses. Alors vous évoquez la question du rythme, évidemment, François Benhaim. À propos de cela, la musique live, souvent, a pris beaucoup de place dans vos spectacles. Dans celui-ci, quelles sont les musiques qui sont convoquées ? Alors c'est vrai que dans celui-ci il n'y a pas de musique live, mais la musique a une grande place. Alors deux emprunts à la musique classique, un petit extrait d'une sonate pour violon de Jeanne Issaï, et puis plus évidemment, je dirais la danse macabre de Saint-Saëns, qui offre un moment où les différences sociales sont abolies dans la danse macabre, et c'est l'occasion
l'occasion pour nous aussi de parler un petit peu de ce qui constitue la norme et l'écart en venant comme ça niveler ce qui pourrait être des rôles sociaux initialement dans la danse macabre. Et puis à ces deux musiques classiques, on a fait appel à un compositeur contemporain, Nicolas Deutsch, qui a composé pleinement tout le reste de la musique, mais bien sûr en tissant des liens avec ces deux morceaux. Et donc tout le reste de la musique est composé par lui. Merci François Benahim d'avoir évoqué quelques instants avec nous cette pièce facétie qu'on pourra donc voir dans le cadre du festival Suresnes Danse les 28 et 29 janvier au théâtre Jean Vilar, puis en tournée, date à venir 4 février à Rosny-sous-Bois, 17 février à Aubergenville, et puis il y a d'autres pièces des frères Benahim en tournée. Il y a Mirage, qu'on verra les 2 et 3 avril au théâtre de Riom, et puis entre le 24 mai et le 5 juin, La Forêt ébouriffée va faire sa tournée dans les alliances françaises du Canada avant de venir à Amboise le 11 juin. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino. Racontez-nous ce livre qui vous a tant marqué. L'auteur ou l'autrice qui ne quitte plus votre table de chevet. Tenez, quels sont les petits nouveaux dans votre bibliothèque? Nicolas Herbeau. C'est à vous de jouer. Lecteurs, lectrices, auditeurs, auditrices de France Culture, partagez vos avis, vos envies, vos points de vue. Salut Book Club, c'est Chloé. Pour faire aimer les livres et la lecture. C'est un livre coup de poing. C'est ensemble qu'on prépare cette émission. Le Book Club de France Culture, c'est d'abord le vôtre. Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.